Alors bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup d'être là. J'espère que vous n'êtes pas trop fatigués, puisque c'est la dernière semaine de cours avant les vacances. La faculté de droit est très heureuse d'accueillir Hervé Joubert-Laurencin, que je remercie beaucoup d'être là, d'être venu à Cergy ici. Je vais dire quelques mots pour te présenter avant de te passer la parole. Donc Hervé, tu es professeur d'esthétique et d'histoire du cinéma, et tu as réalisé aussi plusieurs films. Et surtout, et c'est la raison pour laquelle tu es là aujourd'hui, tu es un fin connaisseur de l'œuvre de Pier Paolo Pasolini, qui était lui-même cinéaste, mais également poète, ce qu'on sait peut-être moins en France, puisque c'est vrai que la traduction de la poésie, c'est quand même pas si facile que ça. Et donc tu as écrit énormément de livres sur l'œuvre de Pasolini, dont un là, que tu viens de m'offrir très gentiment, mais d'autres également. La liste est longue. Le dernier s'appelle Le Grand Chant, Pasolini, poète et cinéaste, qui vient de sortir quasiment aux éditions Macula pour un anniversaire qui est donc de la mort, de la naissance, oui, plus sympa, de la naissance, 100 ans donc de la naissance de Pasolini. Donc il y a une monographie sur à la fois l'œuvre du poète mais aussi du cinéaste. Et donc aujourd'hui, tu vas nous parler d'un thème spécifique dans l'œuvre de Pasolini, mais c'est aussi une manière de présenter cet artiste hors norme aux étudiants de droit. Merci. Bonjour, vous m'entendez bien? C'est bon? Bon, on va voir pour les extraits de films, parce que effectivement, je crois dans l'analyse de films, donc je crois dans le visionnement d'extraits de films pour comprendre un auteur, même si c'est un auteur littéraire. Bon, effectivement, Karine m'a invité ici pour parler à des étudiants en droit, et donc je me suis dit, bon, il faut trouver quelque chose peut-être qui ait un rapport, même lointain. Là, je ne sais pas si c'est très lointain, mais la question du procès, il me semble, est une question de droit, voire le délit, la punition, le procès. Bon, c'est des choses qui sont... j'ai pensé aux deux aspects, et donc je vais vous parler de ça. Les deux aspects, c'est-à-dire le premier aspect, c'est finalement le harcèlement judiciaire dont a été victime Pasolini de son vivant, quasiment depuis sa jeunesse jusqu'à sa mort. Il a par ailleurs été assassiné sauvagement et on ne sait toujours pas qui est l'assassin, donc il est un des cas, un cold case on pourrait dire, mais il est un des cas brûlants d'assassinat en Italie. Il y en a plusieurs centaines de gens qui ont été tués soit par la mafia, soit dans les années de plomb, en fonction de diverses choses secrètes, services secrets, CIA, bande organisée, mafia, terrorisme d'extrême droite, terrorisme d'extrême gauche. Tout ça a été extrêmement développé, notamment dans les années 70, et ça, en commençant fin des années 60. Voilà. Et Pasolini est mort en 1975, c'est-à-dire en plein moment des années de plomb. Donc il y a aussi un cas judiciaire, non pas de Pasolini lui-même, mais de son présumé assassin, voire, on en est un peu aujourd'hui sûr, ses présumés assassins, puisqu'il semble aujourd'hui acquis qu'il a été tué par un complot. Ce n'est pas ce qu'on croyait en 1976, et aujourd'hui on a beaucoup avancé quand même sur ce point, sauf qu'on ne sait pas qui est ce qu'on appelle le mandant dans ce genre de choses, c'est-à-dire celui qui aurait mis le doigt pour que un crime de type mafieux soit organisé. Voilà, donc il y a bien une réalité de relation de Pasolini avec la justice. Donc je pensais prendre, je sais pas, une petite demi-heure dans les 2 heures pour évoquer d'une part un peu l'œuvre et la personne de Pasolini en général, à travers aussi cette question de ce qu'on peut appeler objectivement, c'est pas, je ne suis pas là pour défendre la mémoire de quelqu'un ou défendre Pasolini contre... on compte à peu près 33 procès sur Pasolini, et donc je pense qu'on peut dire objectivement qu'il s'agit d'un harcèlement judiciaire, parce que Pasolini a adhéré au Parti communiste un tout petit moment dans sa vie, mais il était considéré comme d'une gauche, ou il se considérait lui-même comme d'une, je cite Pasolini, d'une extrême gauche indéterminée, c'est-à-dire pas rattaché à un parti,
mais néanmoins un penseur d'opposition. C'est aussi une autre manière qu'il a eu de se définir, ou qu'on a parfois l'occasion de le définir, penseur d'opposition. Cette opposition n'étant pas celle d'un parti contre un autre parti, mais quand même une opposition contre des systèmes en place, notamment des systèmes de relations entre les dirigeants politiques et la mafia, qui a pourri beaucoup la société italienne jusqu'à l'opération main propre des années 1990, où on a balayé quand même plusieurs générations de politiciens pour essayer de les sortir de cette emprise de la mafia. Et donc les choses évidemment ne sont pas parfaites pour autant par la suite, mais enfin il y a eu quand même, bien après la mort de Pasolini, on a vu qu'il était, enfin on savait qu'il était, ainsi que pas mal d'autres gens, plutôt du bon côté, du côté de la démocratie ou de la lutte contre le crime organisé. Et sa collusion avec la politique. Voilà, donc il a été harcelé à ce titre. D'une part, il laisse penseur gênant pour des décideurs en place, quels que soient les lieux, et notamment politiques. Et d'autre part, il était homosexuel. Donc il a été homosexuel dans une époque où l'homosexualité était un crime, et dans une société italienne qui l'appelait lui-même clérico-fasciste. Bon, c'est une façon de résumer. Clérico-fasciste, c'est-à-dire quand même marqué par le fait que sur le sol italien, il y a un autre État qui est l'État du Vatican, et que le Vatican est le centre mondial d'une des religions monothéistes les plus importantes du monde, le catholicisme. Donc il y a un catholicisme italien en particulier, un catholicisme romain. Donc il y a une relation particulière. La ville de Rome est une ville un peu particulière de ce point de vue-là. Vous voyez ça dans un film de Fellini, quand Fellini s'amuse à faire défiler un défilé de mode avec toutes les façons de s'habiller, avec des cornettes, avec des vêtements religieux pour les religieux. Mais si vous allez à Rome, et encore aujourd'hui, mais il y a longtemps, moi j'ai été à Rome pour la première fois, je pense, dans ma vie, en 1981, je crois, 82, et on voyait encore beaucoup de religieux de tous les pays et de toutes les formes et de toutes les couleurs, quoi. Il y a des gens habillés en rouge, des gens habillés en bleu, des gens avec des immenses cornettes. C'est vraiment comme on le voit dans la caricature du film de Fellini. Bref, il y a un lieu qui est très particulier au monde, c'est le centre du catholicisme mondial, et donc c'est marquant pour la société italienne. Par ailleurs, comme vous le savez, les Italiens ont inventé le fascisme. C'est quand même pas la plus belle chose qu'ils ont faite. Heureusement qu'il y a Pasolini et d'autres artistes depuis la Renaissance et bien avant qui ont remonté la beauté de la culture italienne. Mais les Italiens ont aussi inventé le fascisme en 1922. Donc, vous savez que c'est Mussolini qui a pris le pouvoir en 1922. Or, 1922 est l'année de naissance de Pasolini. Ce qui signifie d'ailleurs, là je commence si vous voulez une présentation de la vie de Pasolini globalement. Il faut comprendre que Pasolini et ensuite l'Italie a eu une parenthèse non démocratique, une parenthèse fasciste de 20 ans. C'est le decennio, ce qu'on appelle. Ouais. Et donc 2 fois 10 ans. 1922-1942 jusqu'à la chute du parti fasciste, et ensuite la fin de la Seconde Guerre mondiale qui a été assez douloureuse, avec l'Italie libérée du fascisme et du nazisme, puisque après le fascisme, comme vous le savez, en Allemagne en 1933, Hitler a pris le pouvoir, et donc c'est le nazisme qui a continué le principe fasciste en lui donnant des proportions encore plus abominables. Jusqu'à l'extinction des Juifs d'Europe, 6 millions de morts, les camps d'extermination. Enfin, vous savez toute l'histoire du nazisme, qui est encore pire que le fascisme d'une certaine manière. Et Pasolini s'est retrouvé en 1943. Il était déserteur comme beaucoup d'Italiens pour ne pas être engagé justement dans l'armée. Avec les sous-dominations nazies, puisque ensuite le nord de l'Italie a été soumis à une armée qu'on a appelée nazi-fasciste.
C'est donc le summum du fascisme historique a eu lieu vers la fin de la Seconde Guerre mondiale en Italie, dans le nord de l'Italie. Et c'est ce qui explique assez bien le dernier film de Pasolini qu'il a réalisé juste avant d'être assassiné, qui s'appelait Salo ou les 120 journées de Sodome. Sachant que les 120 journées de Sodome, c'est le titre d'un livre français du marquis de Sade. Donc c'est un livre écrit en prison par le marquis de Sade, qui est un livre abominable, hein, qui ne parle pas seulement de sexualité ou de rapports sexuels forcés, mais de viol et de torture les plus abominables possibles. Hein. C'est la particularité de la littérature de Sade, que Pasolini n'aimait pas beaucoup. Il n'aimait pas beaucoup la littérature de Sade, mais il a adapté ce livre, qui est un livre aussi utopique dans un sens absurde, hein, une utopie délirante. Évidemment, Sade, vous imaginez bien que ni Sade ni Pasolini n'étaient des sadiques. Sade n'est pas sadique, c'est un écrivain qui a joué avec ce mode de transgression qui a été très très longtemps interdit et qui aujourd'hui est tout à fait publié normalement. La société a évolué de ce point de vue-là, mais longtemps les livres de Sade ont été interdits. Le dernier film de Pasolini donc s'appelle Salo, mais Salo, S-A-L-O, qui est le nom d'une ville du nord de l'Italie, où s'était réfugié Mussolini alors qu'il avait été destitué, mais récupéré par les soldats de Hitler pour fabriquer une république plus ou moins fantoche et plus ou moins aux ordres des nazis, ce qu'on appelle la république de Salo. Voilà. Et donc Pasolini a vécu cela puisqu'il avait entre 20 et 22 ans à la fin de la Seconde Guerre mondiale et qui s'est trouvé dans le nord de l'Italie. Donc il a déserté, il s'est réfugié dans le lieu de sa famille, de sa mère, dans le nord de l'Italie, dans le Frioul. Et s'il avait été rattrapé, il aurait été fusillé ou torturé ou fusillé. Donc il a vécu un peu dans la crainte cette époque-là. N'empêche que c'est une époque merveilleuse pour lui où il a été à la campagne et il a écrit ses plus beaux poèmes. Il est devenu un poète extrêmement important dans son pays. Mais Salo, donc son dernier film 1975, évoque cela puisqu'il imagine une chose absurde pour arriver à essayer de parler de l'énormité des deux événements, d'une part de ce livre très transgressif de Sade, mais d'autre part de cette transgression, cette fois dans la réalité, abominable en réalité, qu'était ce qui s'est passé au milieu des années 40 en Europe. Pasolini a imaginé que les quatre scélérats, comme les appelle Sade, c'est-à-dire des gens de pouvoir, un juge, un banquier, etc. Donc 4 qui représentent tous les pouvoirs dans la société, se raptent des jeunes gens pour pouvoir les violer, les torturer et les tuer à leur guise pendant 120 journées. C'est ça l'idée du livre utopique au sens de utopie négative des 120 journées. Donc Pasolini imagine pour son dernier film que ça se passe, mais ça se passe dans la réalité historique de la fin au moment du nazifascisme. Donc dans la ville de Salo, là où se retrouvent les hiérarques de la République de Salo. Et donc qui s'enferment dans une maison comme au XVIIIe siècle l'avait imaginé ça. Donc évidemment ça n'a aucun sens sinon de fabriquer une invention. Donc c'est un film que personnellement je trouve très très beau, très difficile à voir. Si vous ne l'avez jamais vu, c'est plus facile de le voir en DVD que dans une salle. Hein. Quand on le voit dans une salle, c'est très éprouvant. Il y a une époque où vraiment les gens sortaient de la salle. Aujourd'hui, c'est différent. Les gens, je pense qu'on a fait cette expérience récemment là, avec ma compagne. On l'a vu dans une grande salle de la Cinémathèque de Toulouse et avec plein de gens jeunes aussi. Et nous, on se rappelait des années où vraiment la moitié de la salle sortait. Et là, non, pas du tout. Et dès les années 90, j'ai vu que les nouveaux spectateurs de Salo restaient dans la salle en le prenant comme on peut le prendre aujourd'hui, je crois. Hein, comme moi, je l'ai pris en écrivant un livre sur ce film. C'est-à-dire un peu comme Dante... Comme la Divine Comédie de Dante, l'enfer représente des choses horribles et en même temps c'est une œuvre d'art magnifique. Voilà, je crois que le film peut être vu comme ça aujourd'hui avec un recul historique et aussi, malheureusement, je crois, par le fait que nous avons dans nos yeux
et dans nos cerveaux, nous sommes moins innocents que nous l'étions il y a 40 ans. C'est-à-dire que nous avons vu beaucoup d'horreurs. La pornographie a envahi beaucoup la société. Je pense qu'il y a il y a même une forme pornographique de la société, moi, qui me paraît assez évidente depuis les années 90, où tout se vend, toutes les relations sociales sont pensées comme vente, donc de type pornographique. Et la pornographie est devenue une industrie absolument établie, énorme au niveau du monde, ce qui n'était pas le cas avant 75, en 75 par exemple, quand Pasolini a fait son film. Voilà. Bon, donc voilà, pour vous situer un peu l'aura de violence, mais sinon, la vie de Pasolini n'est pas pris dans cette violence, pas du tout. Au contraire, c'est un poète extrêmement délicat. Mon livre s'appelle Le Grand Chant parce que le Grand Chant, c'est le nom qu'on donne à la poésie des troubadours, c'est-à-dire les inventeurs de la poésie d'amour européenne au Moyen-Âge, dans un petit triangle du côté de Montpellier, en France, dans le sud de la France, et qui se sont développés dans toute l'Europe sous des noms différents, en Allemagne, en Espagne, en Italie, le Dolce Stil Novo. Donc Pasolini, lui, a affilié son chant poétique au grand chant des troubadours. Pour lui, c'est la relation de ses premiers poèmes au poème des troubadours est très frappante. C'est une poésie extrêmement subtile, extrêmement délicate, complexe, avec des rimes très savantes, avec des combinaisons très complexes, et c'est une poésie d'amour principalement. La poésie des troubadours. Voilà, donc au départ, Pasolini, c'est ça, et c'est son premier recueil de poèmes. En 1942, s'appelle Poésie à Casarsa, c'est-à-dire poème à Casarsa. Casarsa étant le nom, enfin une partie du nom du village de naissance de sa mère, et là où il a vécu justement quand les étés de son enfance, et puis le moment où il a dû se cacher pendant la fin de la guerre. Donc qui s'appelle Casarsa della Delizia. Et Casarsa della Delizia, dans le Frioul, c'est-à-dire dans le nord de l'Italie, un petit peu au nord de Venise, du golfe de Venise, c'est le Frioul, et aussi un petit peu en dessous de l'ex-Yougoslavie. Voilà. Donc si je parle de l'ex-Yougoslavie, je peux aussi dire en 2 mots ce qui s'est passé justement à la fin de la guerre. Non seulement Pasolini pouvait être menacé s'il était rattrapé par les armées, soit nazifascistes, soit fascistes, mais en plus son frère plus jeune que lui, a décidé de devenir résistant, antifasciste, et donc il est parti dans la montagne pour se battre comme ce qu'on appelle en italien partigiano, c'est-à-dire un partisan. Il a pris les armes. Malheureusement, il a été tué au maquis, et encore plus malheureusement, il n'a pas été tué par des nazis fascistes, mais il a été tué par des communistes, c'est-à-dire d'autres résistants. Donc, il y a eu une bataille entre 2 maquis, et lui n'était pas dans un maquis communiste, et il s'est fait tuer sous prétexte de trahison, mais en réalité c'est un crime communiste, comme ont pu en pâtir les anarchistes espagnols et toutes sortes de gens par des purges et autres. Enfin, c'est toute l'histoire criminelle aussi du communisme historique. Et Pasolini Pier Paolo Pasolini, donc son frère Guido a été tué de cette manière-là. Il l'a su. Son cadavre n'est revenu que plusieurs mois plus tard. Il est mort dans la montagne. On a su plus tard par qui il avait été tué. Pier Paolo a été... là, le procès commence aussi. Sa vie avec... parce que je vous ai promis de parler de la chronique judiciaire de Pasolini. Donc la première relation avec la justice pour Pasolini, c'est d'être témoin et partie prenante même du procès fait aux criminels de guerre qui ont tué son frère. Voilà. Alors en fait, ils ont échappé à la justice parce qu'on était juste de l'autre côté de la frontière de la Yougoslavie à l'époque, la nouvelle Yougoslavie de Tito, Yougoslavie communiste, et donc les communistes italiens étaient sous influence des communistes titistes, c'est-à-dire de Yougoslavie, qui à cette époque-là essayaient d'avancer le plus possible pour prendre du territoire et si possible annexer une partie du Frioul pour que ça fasse partie de la future Yougoslavie communiste. Donc c'est ce qui explique ces bagarres internes qui sont tout à fait horribles et qui sont une tragédie à l'intérieur de la tragédie, si vous voulez.
parce que tous étaient des antifascistes et tous étaient des gens, des héros qui sauvaient leur pays. Mais là, on entre dans une deuxième tragédie à l'intérieur de la tragédie. Donc Pasolini a cette relation complexe à la politique, au monde et à l'engagement, sans doute pour cette raison, parce qu'il est immédiatement témoin de la trahison politique, de la trahison historique et de la justice. Donc il participe en tant que famille de victimes, si vous voulez, de crimes de guerre. Donc je disais que les assassins n'ont pas été punis parce qu'ils sont partis vivre de l'autre côté de la frontière pendant quelques dizaines d'années. Voilà. Donc je vous ai dit plusieurs choses. Il est né en 1922. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que comme il est né en 1922, forcément, Pasolini a commencé à être fasciste, non pas fasciste de conviction, mais comme tous les enfants de son âge, il a eu un uniforme à l'école maternelle, il était Balila, puis il a eu un autre uniforme au collège, puis un autre au lycée, puis un autre en tant qu'étudiant. Puis il a fait partie des groupes de la jeunesse étudiante fasciste, parce qu'il n'existait rien d'autre, évidemment. Il est né avec l'arrivée de Mussolini au pouvoir. Donc ensuite, c'est avec l'adolescence et avec son entrée dans l'âge adulte qu'il a décidé par lui-même, qu'il a compris des choses et qu'il a décidé d'être antifasciste. Et donc, je crois que comme son jeune frère également, mais lui sans prendre les armes au maquis, donc en prenant des armes finalement intellectuelles. C'est comme ça que Pasolini parle avec les armes de la poésie. Avec les armes de la poésie. C'est une des formes qu'il a exprimées dans sa poésie. Et il a fait une poésie engagée, toujours, mais il est toujours resté en marge d'une véritable affiliation directe à un parti. Donc malgré le fait qu'il a été témoin du crime de communiste envers son frère, pour d'autres raisons, il a adhéré au Parti communiste néanmoins en 1948. Parce qu'il a milité dans une section où les gens étaient des travailleurs agricoles analphabètes exploités, et lui a travaillé avec eux. Il a lu Antonio Gramsci, qui est le fondateur du Parti communiste, mais aussi un subtil philosophe qu'il a lu. Et donc il a adhéré au Parti communiste. Malheureusement, il n'y est pas resté, ou heureusement, je ne sais pas s'il faut dire heureusement ou malheureusement, il n'y est pas resté très longtemps, seulement 1 an et demi. Il a eu une carte pendant 1 an et demi parce que au bout d'1 an et demi, il lui est arrivé autre chose, c'est que deuxième relation avec la justice, il était homosexuel à une époque où la chose était non seulement mal vue, mais criminalisée, objectivement criminalisée. Donc il a fait l'objet d'une attaque profondément politique, puisque ce ne sont pas les jeunes gens qui ont porté plainte, ni les familles des jeunes gens, mais 2 policiers sur une dénonciation faite par un prêtre. Et ensuite, comme Pasolini était déjà un responsable assez connu du Parti communiste dans la région, il a été attaqué par ce biais. Et c'est donc son premier procès, je dirais son premier procès en sorcellerie, mais enfin son premier vrai procès. De fait, les autres, vous allez voir, on compte au total 33 procès dans la vie de Pasolini. Tous les autres, sans exception, sont des procès de censure. C'est-à-dire pour des gros mots dans un roman qui vient de paraître, pour des gens dénudés dans un film qui est sorti, ou alors des prétextes, mais qui reviennent à une censure des œuvres. Donc les prétextes, c'est les chiens qui ont joué dans une des dernières séquences de porcherie auraient mangé des brebis, donc il y a un paysan qui proteste parce que les chiens du film, utilisés pour le film, auraient mangé ces brebis. Puis après, le truc tombe, c'est une façon d'attaquer Pasolini. Une autre fois, enfin, il y a toutes sortes de choses assez bizarres, jusqu'à des choses très très étranges. Donc je ne veux pas entrer dans le détail, mais des choses très étranges comme des gens fantasmant sur l'homosexualité de Pasolini, bien sûr, donc soit des gens homosexuels refoulés ne voulant pas le dire, ou par exemple un jeune auteur qui vient de sortir un roman et qui prétend que Pasolini l'a agressé et puis va se rétracter 2 jours après en disant qu'il a voulu se faire connaître et faire connaître son nouveau roman parce que Pasolini commençait à être déjà très célèbre et il a eu une célébrité à la fois tout à fait méritée par son œuvre immense, mais aussi au début il a eu une célébrité terrifiante qui était une célébrité justement de harcèlement médiatique.
Alors médiatique à l'époque, ça voulait pas dire réseaux sociaux qui n'existaient pas. C'était même pas la télévision qui n'était pas encore si importante, même pas la radio. La radio n'a jamais beaucoup attaqué les gens, je crois. Mais les journaux. Donc Pasolini a été un des derniers intellectuels qui n'était pas vraiment rhabillé par la télévision, mais attaqué par les journaux de type magazine à scandale, journaux d'extrême droite. Bon, alors il y a eu 4 expositions l'année dernière, en 2022, pour le centenaire de la naissance de Pasolini. Et une salle de l'une de ces expositions était assez impressionnante et elle reconstituait toutes les attaques de la presse contre Pasolini. Donc il y avait un petit téléviseur sur lequel on voyait des choses qui pouvaient passer soit à la télé, soit dans une salle de cinéma et qui étaient des petits films de moquerie ou d'allusion au fait qu'il était homosexuel, sans jamais dire le mot, mais tout en se moquant, comme s'il était efféminé, ou etc. Enfin, tout ce que vous connaissez de l'homophobie. Donc une homophobie très bien installée dans tous les médias. Et puis des journaux, et beaucoup de journaux d'extrême droite qui mêlent la condamnation politique à la condamnation de genre ou la condamnation sexuelle supposée, etc. Voilà. Donc ça a commencé donc très jeune dans le Frioul et il a quitté la région du Frioul puisque ça a changé sa vie. Cette première accusation, qui est une accusation, je dis bien, véritable au sens par rapport aux autres. Les autres sont des accusations vraiment des procès en sorcellerie, des procès qui ne tiennent pas debout, qui ne tiennent pas le coup, et ou des procès vraiment qui peuvent être très longs, mais qui sont de censure et qui finissent tous par s'éteindre, soit en appel, soit en cassation. Mais le premier, lui, pour être très précis, le premier, c'est donc un procès pour corruption de mineurs et actes obscènes en public. Et ça s'est éteint, ça s'est arrêté en décembre 1950, donc ça c'était en 1949. En décembre 1950, on l'a imputé de 3 mois avec sursis pour outrage à la pudeur, mais sans reconnaître la corruption de mineurs parce que les plaintes avaient été retirées par les familles à qui on avait demandé de porter plainte. Elles ont fini par la retirer. Et puis plus tard, en appel, l'attentat à la pudeur a été cassé en cassation en 1952, faute de preuve du caractère public des faits. Donc il semble que Pasolini ait eu des relations sexuelles pas très poussées, mais avec des jeunes gens à côté d'un bal, mais ça n'était pas sur la place publique, donc ça n'a pas été, on n'a pas prouvé le caractère public. Voilà, donc ça c'est le premier truc. Donc la vraie condamnation de Pasolini n'est pas son casier judiciaire, ni les mois de prison qui ont été annulés en cassation, c'est le fait qu'il a été immédiatement exclu du Parti communiste et qu'il a été immédiatement exclu de l'Éducation nationale où il enseignait. C'est-à-dire qu'il a perdu son métier et son parti en un jour. Et ensuite, il a quitté le Frioul pour rejoindre la ville de Rome. Et là, on ne peut pas dire seulement que c'était un résultat de ça, parce qu'au fond, son père était revenu de la guerre et de 4 ans prisonnier des Anglais en Afrique. Et il était revenu alcoolique et paranoïaque. Donc la vie avec son père, la vie de sa mère et de lui avec son père était devenue insupportable. Et ils ont fini par fuir tous les deux. Il est parti avec sa mère pour habiter à Rome, en laissant pendant quelques années le père seul dans le Frioul. Et sinon, il semble que les parents d'élèves, par exemple, aient demandé sa réhabilitation sans y arriver. Les gens qui militaient avec lui dans le Parti communiste n'étaient pas d'accord avec l'accusation que portait le comité central de Rome. Mais tout ça s'est fait, et après c'est fait. Donc Pasolini, à partir de là, a été une sorte de bouc émissaire dans le sens... il s'en est sorti. Il a fait sa vie finalement... c'est pour ça qu'il est devenu poète d'opposition, parce qu'il a fait sa vie contre ce harcèlement permanent, par le fait assez simple que Pasolini, à partir de 1950, et il a commencé à devenir célèbre à Rome pour la littérature, est devenu finalement l'homosexuel le plus célèbre d'Italie, presque le seul intellectuel homosexuel, comme on dirait aujourd'hui de façon anachronique,
outé. Hein. C'est un outing qu'il n'a pas voulu, puisqu'on a révélé son homosexualité de façon plus qu'agressive, comme une sorte de punition, mais il ne l'a pas voulu, mais il l'a subi. Donc à partir de là, Pasolini était le seul intellectuel italien qu'on connaissait et qui était homosexuel officiellement pour les journaux. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup d'intellectuels homosexuels à la même époque, beaucoup d'écrivains, beaucoup de journalistes, etc. Et tout le monde le savait dans le milieu, mais ce n'était pas officiel. Et le plus souvent, ils avaient fini par se marier, parfois avoir un enfant, et là, ils étaient tranquilles pour la vie socialement. D'accord ? Donc, ils menaient une vie d'homosexuel caché. Et Pasolini, il a pris pour tout le monde. C'est-à-dire, c'est celui, pour la raison de ce procès dans le Frioul, qui a été révélé comme homosexuel. Voilà. Donc tout ça explique beaucoup de choses, et sans doute explique ce harcèlement médiatique, harcèlement qui tient aussi à la religion. Hein, c'est-à-dire, Pasolini n'était pas spécialement anticlérical. Il a perdu la foi, disons, assez jeune, mais ensuite son œuvre est très empreinte de sacré. Donc il faut faire une différence entre la religion, le sacré et la foi. Hein. Il avait perdu la foi et il n'avait pas de pratique religieuse, et il détestait aussi l'aspect hiérarchique de la religion catholique dans ce qu'elle avait de rituel et d'organisé et de hiérarchisé. Mais en revanche, toute son œuvre est une œuvre fondée sur la question du sacré, le sacré pouvant ne pas être relié à la religion ou à la foi. Et c'est un des aspects fondamentaux de son œuvre. C'est pour ça d'ailleurs que, très étrangement, lui qui n'est pas croyant, a réalisé l'Évangile selon saint Matthieu, qui est son 4e long métrage, et que c'est un long métrage qui est connu dans le monde entier et qui est une des plus belles adaptations de l'histoire de la Passion du Christ dans l'histoire du cinéma, et qui est aimé de beaucoup de croyants ou de non-croyants. Voilà. Donc il y a cette relation au sacré chez lui qui a existé sans qu'il soit pour autant ni un anticlérical, ni un croyant, ni un apostat. Voilà, alors il existe un livre qui a été fait peu après sa mort, après son assassinat tellement horrible. Certains de ses amis et beaucoup d'avocats et de juristes ont fait une association en fin 1975 qui a donné d'ailleurs l'association Fonds Pasolini, qui est un des premiers fonds d'articles que moi j'ai pu voir quelques années après, dirigé par Laura Betti. Laura Betti était une amie de Pasolini, mais surtout une actrice, une chanteuse d'abord, puis une actrice qui a joué dans plusieurs de ses films, et qui, après la mort de Pasolini, a travaillé pendant assez longtemps à amasser comme ça des documents. Voilà. Et une des premières choses faites, c'est justement ça que je ne détaille pas, là, surtout qu'on a perdu un peu de temps, je vais pas vous en dire plus, mais sachez que ça existe. Un livre qui est paru en français en 1979 et qui s'appelle Pasolini, chronique judiciaire, persécution, exécution. D'un point de vue judiciaire aussi, c'est intéressant de savoir que ce livre est la traduction de Pasolini, cronaca giudiziaria, persecuzione morte, et non pas persécution-exécution. On devrait traduire persécution-mort. Mais en fait, persécution-exécution était le titre original que voulait Laura Betti, et qui a été interdit en Italie, parce que le procès de son assassin avait eu lieu, et on ne pouvait pas dire qu'il avait été exécuté. Donc il y a eu une attaque de censure contre le livre pour faire enlever le mot esecuzione, et qui a été rétabli en français. La France n'a pas à laisser faire. Alors, il y a une centaine de pages qui racontent toutes les histoires, parfois les plus absurdes, d'attaques judiciaires contre Pasolini. Je ne vous ai pas dit la meilleure, qui est un pompiste, un jeune pompiste qui a été... un journaliste est venu lui demander « Mais qu'est-ce que Pasolini t'a raconté ?» alors que Pasolini était venu lui acheter de l'essence avec sa voiture, et le type a raconté toute une histoire qui ensuite a été relayée à la police, et il a soutenu que Pasolini l'avait attaqué pour un vol à main armée pour lui prendre de l'argent dans sa caisse, mais il a précisé que Pasolini, pour faire cela,
avait sorti des gants blancs de sa poche, avait enfilé des gants blancs, puis avait sorti une balle en or de sa poche qu'il avait mis dans un pistolet, et là il l'avait menacé d'un pistolet. Donc cette histoire de balle en or et de gants blancs est tellement absurde qu'au fur et à mesure de l'instruction, on s'est aperçu que le type était un affabulateur et tout s'est effondré. Mais entre-temps, il y a eu des dizaines et des dizaines d'articles de journaux accusant Pasolini d'être un bandit et d'attaquer les stations-service avec un pistolet, ce qui paraît complètement absurde par rapport à la vie de Pasolini. Voilà. Et c'est comme ça qu'on retrouve pendant des années Pasolini considéré comme un... Vous voyez, on dit toujours il a eu une vie sulfureuse. C'est comme ça qu'on commence. Et donc en Italie, on a longtemps comme ça considéré que Pasolini était donc un communiste, un PD et en plus un malfrat, quoi. Bon, voilà. Voilà, bon, tout ça est... J'espère que vous me croyez quand je vous dis que, parce que je vais un peu vite, que je ne donne pas tous les arguments, mais j'espère que vous me croyez quand je vous dis que, quand je vous prétends que je ne veux pas spécialement défendre la mémoire de quelqu'un qui serait... je crois que c'est plus qu'une accusation injuste, c'est un véritable harcèlement qui, avec un recul de seulement 10 ou 15 ans, paraît complètement absurde, paraît d'une autre société qu'on n'a pas connue, qu'on ne peut pas connaître, qui était une société homophobe et capable de pratiquer ce genre de harcèlement, disons. Voilà. Donc, pour en finir avec la chronique judiciaire, ensuite, vous devez savoir que Pasolini, en fait, quoi qu'on en pense, a toujours voulu faire du cinéma. Parce que longtemps, on a pensé que c'était seulement à 40 ans qu'il avait fait son premier film et qu'il était tombé comme ça dans le cinéma par hasard, alors qu'il était déjà très connu comme romancier et poète. En fait, c'est d'abord un homme de lettres. Donc, il a écrit des poèmes toute sa vie. Il a une œuvre poétique immense. Évidemment, la poésie ne rend pas célèbre, mais il a écrit des romans, 2 romans qui ont eu du succès dans les années 50 à Rome, et qui l'ont rendu célèbre, Ragazzi di vita e una vita violenta, où il a eu ses premiers procès en censure, parce que dans les 2 cas, ces personnages, ce sont des romans réalistes qui font parler des personnages qui vivent dans la banlieue de Rome et qui parlent le dialecte romain, le romanesco, et aussi un peu argot. Et donc tous ces mots, par exemple pour le premier livre, pour que les Italiens puissent lire son livre, il y avait un lexique à la fin de tous les mots qu'emploient les personnages, parce que lui, Pasolini, qui est arrivé finalement, a tout repris à zéro quand il est arrivé à Rome, a vécu dans des quartiers pauvres et ensuite a vécu assez loin en banlieue tout en travaillant dans une école privée, tout en faisant d'autres boulots pour arriver à vivre. Il a connu des gens de la banlieue et ce qu'il a appelé les sous-prolétaires, ou ce que le marxisme appelle les sous-prolétaires, c'est-à-dire pas seulement des prolétaires qui ont juste assez pour vivre, mais qui ont de l'argent, mais qui ne suffit pas à vivre. Voilà. Et donc, avec tout ce qui peut se passer autour de ça, et Pasolini a raconté de façon assez naturelle dans un roman la vie qu'il avait constatée, qu'il avait vue, des gens qu'il connaissait, qui étaient ses amis, mais qui n'avaient jamais eu aucune représentation dans l'art, et notamment dans la littérature italienne. Et donc ça a été un scandale énorme. Donc Pasolini a très bien analysé et a très bien compris ce qui s'était passé. Les attaques énormes dans la presse, dans la critique, mais aussi des attaques judiciaires en censure, parce qu'il serait insupportable de publier un livre dans lequel des gens diraient des gros mots tout le temps. C'est exactement ça, les premières accusations de censure pour le Ragazzi di vita sont celles-ci. Mais en fait, profondément, ce que Pasolini a bien compris, c'est qu'il faisait advenir à la connaissance publique des gens parfaitement ignorés, sans aucune représentation. Vous voyez ? Et c'est ça qui a provoqué un énorme scandale. Bon, donc ça a continué avec Una vita violenta, Une vie violente, le 2e roman. Et puis ensuite, Pasolini a écrit des recueils de poèmes au départ. Alors l'autre chose qu'il a différenciée, c'est que Pasolini a délibérément voulu écrire au départ une poésie en dialecte.
C'est aussi cela la relation avec les troubadours, c'est-à-dire qu'il a réinventé une langue, en quelque sorte, pas exactement une langue, mais une littérature. On peut dire que Pasolini est le créateur de la littérature frioulane. Le friulan étant un des multiples dialectes de l'Italie. Vous savez que l'Italie n'est pas comme la France. Elle n'a pas été unifiée. Nous avons été unifiés à la Révolution française et on a supprimé tous les patois, tous les dialectes, toutes les langues minoritaires. Jusqu'à aujourd'hui, les langues minoritaires sont très minoritaires pour cette raison. Donc un siècle avant l'Italie, la France a unifié toute la nation avec une langue qui serait celle de tous, à peu près, même si ce n'était pas vrai pendant longtemps et que ça a posé des conflits très grands. En Italie, en revanche, chaque région parle sa langue. Et c'est seulement au moment où Pasolini a vécu, c'est-à-dire, comme il le dit, avec la télévision principalement, avec les journaux, mais surtout la télévision, qu'il y a eu une véritable homologation d'une langue parlée par tous les Italiens. Même si les dialectes, Pasolini pensait qu'ils allaient complètement, carrément disparaître, ce n'est pas vrai, il s'est trompé. Les dialectes existent toujours en Italie, donc les gens parlent de langues souvent. Bon, il y a des gens qui ne savent pas le dialecte de leur région, ça arrive, mais quand même une grande partie des gens sont bilingues en Italie, c'est-à-dire parlent le dialecte vénitien, friulan, sicilien, qui sont des langues très différentes les unes des autres, et l'italien standard, l'italien de tous les Italiens. Voilà, donc Pasolini a choisi de commencer sa poésie en dialecte, même s'il n'était pas dialectal. On ne peut pas dire que c'est la langue maternelle, la langue de sa mère. En fait, chez lui, on parlait plusieurs langues. Sa mère était institutrice, donc elle apprenait l'italien aux enfants. Elle parlait avec la petite bourgeoisie du Frioul, elle parlait vénitien, et avec les paysans, elle parlait frioulan. Mais le frioulan, il y en a plusieurs. Voilà. Bon, donc il a fait cela contre son père, qui lui-même était un militaire, donc fasciste. Donc Pasolini est devenu antifasciste par rejet oedipien en quelque sorte, rejet de son père, amour de sa mère, rejet de son père, et rejet de son père en même temps comme représentant de l'armée, représentant de la dictature mussolinienne, etc. Or, Mussolini et son père, c'était publier un premier recueil de poèmes en frioulan, c'était une gifle à son père et à l'autorité, puisque le fascisme voulait faire disparaître les dialectes et que tout le monde parle la même langue. Voilà, donc ça c'est la poésie pour commencer. Ensuite, il a écrit de la poésie en italien. Et donc il a été connu comme poète italien, en même temps que poète dialectal. Et romancier, et puis c'est aussi quelqu'un qui a beaucoup écrit dans l'ordre des sciences humaines, c'est-à-dire de la critique. C'est un des plus grands critiques littéraires de son époque. Il a écrit sur l'art aussi. Et puis il y a toute une partie de l'œuvre de Pasolini qui est assez connue en français finalement, et qui est ses interventions dans les journaux. C'est-à-dire que Pasolini n'était pas d'un parti, n'était pas un sociologue, mais il intervenait sur des points qui sont des faits de culture, de coutumes, de changement des mœurs. Et donc il a beaucoup intervenu là-dessus, sur la politique et sur les mœurs. Et donc il y a toute une œuvre énorme finalement de dialogue avec les lecteurs, d'articles d'intervention. Bon, en France, on a connu ça en premier, c'est-à-dire les écrits corsaires, puis les lettres luthériennes, qui sont les textes de la fin de sa vie, 73, 74, 75, où il intervenait beaucoup dans les journaux. Voilà. Et donc Pasolini était très très entendu, très très écouté en Italie, et quand il a été assassiné, ça a été un choc tout de même, parce que c'était une voix publique qui disait ce qu'on ne voulait pas entendre, ou qui fabriquait des polémiques en quelque sorte, mais pas des polémiques stériles comme on en voit aujourd'hui dans les réseaux sociaux ou à la télévision, des polémiques assez fortes sur des éléments de réflexion et de vie quotidienne. Voilà. Donc voilà, et enfin, bon, c'est ce sur quoi j'ai le plus travaillé, Pasolini est un cinéaste, mais il a toujours voulu faire du cinéma. Donc en tant qu'étudiant, il suivait les ciné-clubs. Quand il est arrivé à Rome, il s'est inscrit à Cinecittà pour être figurant. Il avait écrit un scénario à l'âge de 16 ans pour un concours.
Et ensuite, il est devenu scénariste. Donc la grande découverte finalement que j'ai révélée dans le dernier livre dont je vous montrais tout à l'heure la couverture, c'est quand même, il y a bien 150 pages nouvelles sur des recherches d'archives sur Pasolini, scénariste. En fait, ce qu'on savait très très mal, c'est que Pasolini, à partir de 1954, pour gagner sa vie, jusqu'en 1960, son premier film de long métrage, a été un scénariste très 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 prolifique. Il a travaillé à plus de 40 films, de scénarios qui ont donné des films ou pas. Donc c'était un grand scénariste de cette époque-là. Il y avait beaucoup de scénaristes et c'est un âge d'or du scénario, l'Italie des années 50 et au-delà, et des années 60. Donc ensuite Pasolini a pu réaliser son premier film en 1960. En 61 est sorti Accattone, ce qui veut dire mendiant. C'est l'histoire d'un mendiant, ça ressemble un peu à l'histoire que je vous racontais tout à l'heure, des gens qui habitent la banlieue et qui survivent comme ils peuvent, dans des conditions difficiles. Mais il y a aussi un aspect tragique et épique dans ces films qui ne sont pas du tout des films néoréalistes, puisqu'on est au-delà de l'époque du néoréalisme, ce qu'on appelait le néoréalisme, c'est-à-dire l'après-guerre, après le moment du cinéma fasciste qui était très très faible. À cause de la dictature. Donc Pasolini devient cinéaste et ensuite il enchaîne sans cesse des films de long métrage jusqu'à son assassinat 15 ans plus tard, en 1975. Donc il devient un cinéaste à part entière et là ça le rend célèbre dans le monde entier. Il est devenu célèbre par la littérature, au-delà de la poésie, à peu près dans les années 50 en Italie. Il a eu une réputation nationale assez importante et ensuite il a eu une réputation internationale par le cinéma avec ses films, les plus célèbres étant L'Évangile selon saint Matthieu 1964, Théorème 1968 et puis Salo ou les 120 journées de Sodome dont je vous ai déjà parlé, c'est 1975, c'est un film très très dur à voir mais très marquant dans l'histoire du cinéma. Et auparavant il avait fait 3 films de très très gros budget, puisque sinon on pourrait dire que c'est un cinéaste, un auteur, comme on dit en France, avec des films à budget moyen, mais il a fait ces 4 derniers films des années 70 sont des films énormes. C'est le plus gros budget italien, le Décaméron, et il a adapté des contes médiévaux ou de la Renaissance, les contes de Canterbury, ensuite... d'abord le Décaméron de Boccace, les Contes de Canterbury de Chaucer, puis les Mille et une nuits, la tradition arabo-orientale des Mille et une nuits. Et ensuite, il a fait Salo, les 120 journées de Sodome. Bon, il a été assassiné. Des gens très, très, très idiots, à mon sens, disent parfois que c'était comme une espèce de suicide, qu'il était déprimé, qu'il était suicidaire, que vraiment le dernier Pasolini est très négatif, très pessimiste et que finalement sa mort serait dans une sorte de logique. Enfin, on va jusqu'à dire qu'il se serait suicidé par assassin interposé, ce qui pour moi est parfaitement obscène. Pour la bonne raison que l'œuvre de Pasolini ne s'arrêtait pas du tout là. Moi, j'ai traduit le long métrage qu'il avait écrit, qui est publié en français d'ailleurs, aux éditions Mimesis. Vous pouvez lire dans ma traduction le film que Pasolini devait faire après Salo et qui devait s'appeler Porno Théo Colossal, qui est quand même un titre incroyable. Donc ça aurait dû être un film pornographique, théologique et un colossal, avec un K. Un colossal en italien, ça veut dire un péplum ou un film à grand spectacle. Donc ça devait se passer dans des villes qu'on voit dans la Bible, Sodome, Gomorrhe, et puis finir dans une ville, encore une autre, dont j'oublie toujours le nom, et celle où les gens sont encerclés. Et Sodome, ça aurait été Rome. Donc il y a 2 personnages, c'est épique, c'est des personnages qui se baladent en train comme ça et qui suivent l'étoile. C'est des nouveaux... ils suivent l'étoile du berger. Et ils recherchent la naissance du Christ. On dit que le Christ est né, ils le recherchent, donc ils montent et l'étoile les amène à Sodome, c'est Rome. Donc on arrive dans la gare de Sodome à Termini. Et puis ensuite, ils reprennent le train parce que la comète les amène un peu plus au nord. Donc ils arrivent à Milan. Et Milan, c'est Gomorrhe, c'est de là que vient Gomorra, c'est de ce scénario que vient l'idée du titre du livre sur la mafia très célèbre qui s'appelle Gomorra.
Et donc à Sodome, c'est une ville, c'est une utopie, ce sont des utopies. Hein. Sodome, c'est l'utopie de la ville entièrement homosexuelle, où il n'y a que des homosexuels. Malheureusement, comme dans toutes les utopies, il y a des problèmes, c'est-à-dire que les hétérosexuels sont punis. Voilà. Bon, on les punit moins méchamment, mais enfin quand même. On les viole en public quand même, c'est pas terrible. Dans un grand stade, le jour de... Et puis après, il y a le jour de la fécondation où la société homosexuelle doit se reproduire. Donc il y a un jour où la grande fécondation, on fait ça comme on va voter dans les sociétés démocratiques. Et puis ensuite, la deuxième ville, c'est une autre utopie, mais c'est une dystopie. C'est vraiment une utopie négative, terrible. C'est la ville de Gomorrhe, strictement hétérosexuelle. Et donc c'est la ville de la violence généralisée, où tout le monde est en guerre, tout le monde... tape sur tout le monde. Et puis enfin on se retrouve dans une autre ville merveilleuse, c'est Paris, enfin Paris avec le nom d'une autre ville dans la Bible qui est entourée par des armées. Donc Paris est encerclée, c'est une ville socialiste entièrement entourée d'une armée fasciste. Et donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a un poète qui propose de se suicider collectivement, c'est tout ce qui nous reste. Donc tout le monde décide, d'accord, on fait passer ça dans le monde, on discute, tout le monde vote, et démocratiquement, finalement, la majorité a dit d'accord. Donc tous les Parisiens décident de se suicider, chacun selon son plaisir, les cinéphiles devant un film de Charlot, les autres... Voilà. Donc chacun, les amoureux en faisant l'amour, tout le monde se suicide comme il veut, et la ville entière se suicide, sauf le poète qui avait eu l'idée de se suicider. Voilà. Donc ensuite ça continue, et il se retrouve dans une ville du tiers-monde qui s'appelle Ur, comme la ville la plus originaire possible. Et puis enfin ils arrivent à l'endroit où il doit y avoir le petit Jésus, mais là il n'y a plus qu'un petit arabe qui est là, quelques crottes sèches, et il dit non, désolé mon vieux, il n'y a plus rien. La religion, c'était il y a très longtemps, il est mort, et même la religion a disparu. Voilà, donc il n'y a plus rien, on arrive dans un désert total, et là les deux rois mages, puisque c'était le roi mage avec son serviteur, meurent, et puis leur ange monte au ciel, et dans le ciel il y a du vide. Voilà, je vous ai raconté tout pour nos Théocolossales, qui est une histoire incroyable, très très belle dans le détail, voilà, qui était le long métrage suivant que devait faire Pasolini. Tout ça pour vous dire que je ne crois pas du tout que Pasolini voulait être assassiné. Donc je termine. Je déborde un petit peu de ce que j'avais imaginé parce que je me dis que peut-être il n'y aura pas le son et que ça sera moins facile de vous montrer tous les extraits que j'aurais pu vous montrer. Mais je déborde un tout petit peu, mais je vais quand même bientôt arrêter cette vision générale de Pasolini. Mais vous avez à peu près tout, hein, tout ce qu'il a fait, à peu près sa vie. Il manque son assassinat, donc comme ça entre dans la chronique judiciaire, je vais en dire quelques mots, hein, mais pas trop. Donc il a été assassiné... dans un quartier, une ville, mais qui est aussi un quartier excentré de Rome. C'est le port de Rome qui donne sur la mer. S'appelle Ostia. Bon, d'un point de vue mythologique, il y a énormément de choses qui se sont passées à Ostia depuis l'Antiquité. Donc le lieu fait beaucoup sens. Puis ça veut dire hostie aussi. Donc ça fait du sens aussi d'un point de vue religieux. Enfin, on se demande d'ailleurs pourquoi il a été assassiné à Ostie, pourquoi ce soir-là. Peut-être que si tout cela a un sens, alors peut-être, c'est pas inimaginable que ceux qui ont programmé son assassinat ont prévu tout ça, hein, pour en faire un espèce de truc un peu dingue. Et il a été tué le jour des morts, à la Toussaint, la nuit entre le jour des saints et le jour des morts, du 1er au 2 novembre 1975. Donc là encore, c'est très étrange. C'est le moment de la communion des saints, vous savez, où les vivants se rassemblent avec les morts. Et il a été tué en pleine nuit. Il se trouvait là avec un jeune garçon prostitué, mineur, et on a retrouvé son corps en petits morceaux, c'est-à-dire c'est un crime abominable comme on en voit dans les guerres ou dans les tabassages. Il a été tué à main nue, à coups de poing, à coups de bâton. Son corps était quand même bien déchiqueté et on lui a roulé dessus avec sa propre voiture ou avec une autre voiture pour l'achever. Donc il a été vraiment tué de façon atroce et torturé et tué, on pourrait dire. Et donc ce qui s'est passé, c'est que très vite un jeune garçon a été accusé qui roulait à toute vitesse avec sa voiture à contresens, qui s'est fait arrêter par la police et qui ensuite a raconté qu'il avait oublié une bague sur le lieu du crime, enfin tout ça étant un peu énorme. Et donc tout de suite on a eu un coupable parfait,
un garçon de 16 ans, et tout s'est retourné comme, je pense, il avait été prévu. Je vous dis ça avec un peu de recul, hein. On ne pouvait pas dire ça en 1976, hein, ni même en 85. Avec un peu de recul, on sait que, par exemple, à tous les journaux d'Italie, 1 heure après la mort de Pasolini, a été envoyé un petit mémorandum qui expliquait comment tout ce qui s'était passé, ce qu'on pouvait faire passer comme une dépêche de l'AFP, si vous voulez. Et qui donnait une certaine interprétation de ce qui s'était passé, c'est-à-dire Pasolini homosexuel, vieillissant, payait des jeunes prostituées, donc il avait dragué un jeune prostitué dans sa voiture à la gare de Rome, puis il l'avait emmené très loin, puis il l'avait provoqué, le type s'est pas laissé faire, il s'est défendu avec un bâton, et c'est lui tout seul qui a tué Pasolini quasiment en le coupant en petits morceaux, puis il est parti avec sa voiture et sans le faire exprès, il a marché sur lui, il a roulé sur lui. Bon, donc ça c'est encore aujourd'hui la version officielle, mais aujourd'hui on a énormément d'éléments supplémentaires qui prouvent finalement que le premier jugement était le bon, c'est-à-dire qu'on avait accusé Pelosi, qui s'appelait Pelosi, d'être l'assassin avec le concours d'inconnus. Et puis ensuite il y a eu une cassation dans laquelle on a enlevé avec le concours d'inconnus et le dossier s'est refermé. Le travail de la police a été très très mal fait, on le voit très bien sur les photos, il n'y a pas de scène du crime, les gens marchent dessus, la voiture avec les empreintes a été laissée sous la pluie pendant un jour et cabossée par les agents qui l'ont ramenée. Évidemment, à l'époque, il n'y avait pas d'ADN, donc l'enquête a été absolument bâclée et le procès ensuite a été très étrange. Donc rétrospectivement, on sait que la famille de Pelosi, on leur a proposé un avocat. Plus tard, cet avocat, en 1982, je crois, a été retrouvé. On s'est aperçu que c'était l'avocat d'un grand groupe de la mafia. Et on ne sait pas ce qu'il avait fait à la mafia, mais il a été retrouvé dans sa voiture, décapité, et sa compagne tuée à côté de lui. Et il avait des tatouages nazis, donc c'était un néo-nazi qui travaillait pour la mafia, et ça c'est ce qui s'est passé en 1975 c'est lui qui défendait l'assassin de Pasolini. Donc ça fait réfléchir quand même, et puis après on sait qu'il y a des gens qui ont été vus, il y a d'autres témoignages qui n'ont pas été entendus, qui ont été entendus plus tard, et enfin Pelosi qui a purgé sa peine de prison. Pas trop énorme parce qu'il était mineur et on a un peu retourné le procès en disant que finalement le méchant c'était Pasolini parce que c'était un homme riche, homosexuel qui payait des prostituées, donc qui dépravait la jeunesse. Vous voyez, donc il y a eu une sorte de retournement qui continuait ce harcèlement judiciaire qui avait eu lieu toute la vie de Pasolini et qui a culminé avec le procès de son assassin. Son assassin présumé, parce qu'aujourd'hui, j'ai presque un doute. Bon, il est mort il y a quelques années d'un cancer. Il n'a jamais dit la vérité, mais il s'est retourné. Il a dit 2 ou 3 versions absolument différentes les unes des autres. En 2005, il s'est fait payer par la télévision dans une émission à grand spectacle dans laquelle il a révélé que c'est pas lui qui avait tué, qu'on l'avait fait chanter en lui disant qu'on tuerait dans la prison pour enfants, en lui disant qu'on tuerait ses parents, et qu'il a assumé tout le crime mais qu'il n'avait rien fait, et qu'il a vu des gens qui ont tué Pasolini à plusieurs, mais il ne sait pas qui. Voilà. Bon, il y a eu une réouverture du procès, mais quand le juge a appris qu'il avait été payé par la RAI pour l'émission à scandale, on n'a pas beaucoup cru. Ensuite, il y a eu une réouverture du procès en 2010 qui a permis de faire des tests ADN qu'on n'avait jamais fait et qui ont confirmé qu'il y avait bien 3 ADN différents de Pelosi et de Pasolini, mais sans qu'ils soient fichés, donc sans qu'on sache qui c'est. Et le procès s'est refermé peut-être définitivement en 2015. Voilà, donc Pasolini est devenu un cold case, si vous voulez, c'est fini, c'est reclassé, mais ça fait partie de ces crimes non élucidés, les fameux crimes italiens non élucidés, où beaucoup d'hypothèses sont possibles. Alors, je vous les résume très très rapidement, je ne vais pas passer mon temps à ça. C'est une chose que je me suis refusé à faire pendant près de 25 ans, je pense. Puis un jour, parce que je voulais travailler sur Pasolini et son œuvre, et donc oublier, ne pas entrer dans la question du crime à résoudre. Puis finalement, j'y ai travaillé un jour, parce que c'est quand même assez important. Donc, pour résumer très rapidement, aujourd'hui, on pourrait dire que d'une part, il y a des gens qui proposent l'idée
de son dernier roman, le dernier roman inachevé qui s'appelait Pétrole, où, sur le manuscrit, il est écrit Petrolio Vas Romanzo. Donc il aurait pu s'appeler Pétrole, il aurait pu s'appeler Vase, ou il aurait pu s'appeler Roman. Mais on a gardé le mot pétrole pour quand on l'a publié. Il a été publié 17 ans après sa mort. Sa cousine ne voulait pas le faire. Et puis finalement, il a été publié en français. Et là, on en est à la 3e édition française, 4e édition italienne. Bon, et on a beaucoup plus de choses, beaucoup plus de notes pour comprendre ce texte, qui fait à peu près 600 pages, alors que c'était un roman prévu de 2000 pages, et qui a été créé au moment de la crise du pétrole, en 1973, et donc qui s'appelait Pétrole parce qu'il devait parler des collusions financières des multinationales du pétrole, qui sont très liées à l'Italie, comme vous le savez peut-être, depuis longtemps, depuis Mussolini, et ensuite le rapport avec la Libye de Kadhafi, et donc il y a eu surtout un grand magnat du pétrole en Italie qui a défié les plus grandes multinationales du monde depuis l'Italie et le pétrole qu'elle pouvait exploiter en Afrique après, comme un pays post-colonial. Et il a été tué. Il s'appelait Enrico Mattei. Donc c'est un des grands cas complexes aussi, Enrico Mattei. On sait aujourd'hui qu'il a bien été assassiné, qu'il y avait une bombe dans son avion, mais pendant longtemps, on a nié le fait qu'il avait été assassiné. On pense aujourd'hui qu'il a été assassiné sur ordre du type qui l'a remplacé, c'est-à-dire qui était son vice-président, qui est devenu le président, qui s'appelait Tchefis. Et Tchefis, on suppose aujourd'hui, sans preuve pour l'instant définitive, qu'il était le vrai maître de la loge P2. La loge P2 étant une loge pseudo-maçonnique qui était en fait une mafia dans laquelle un très grand nombre d'hommes politiques italiens ont adhéré et qui était d'idéologie d'extrême droite pour essayer de prendre le pouvoir et établir une dictature d'extrême droite en Italie. Donc heureusement ça n'a pas marché, mais la loge P2 a bien existé. Donc ce Tchefis était probablement le chef occulte de la loge P2, et peut-être que c'est lui le mandant de l'assassinat de Pasolini. Voilà, donc il y a une hypothèse, Tchefis est peut-être le mandant de l'assassinat de Pasolini, parce que Pasolini ils étaient nés la même année à quelques kilomètres de différence, presque le même jour, et étaient Friulans aussi, mais en tout cas, Tchefis est nommé en toutes lettres à l'intérieur du manuscrit de Pasolini, et comme il y a un chapitre qui est en blanc, on suppose que le chapitre a été volé au moment où Pasolini a été assassiné. Moi, je ne crois pas à cette histoire qui me paraît trop rocambolesque. Je pense que le chapitre était blanc, était prévu qu'il soit blanc, mais peu importe, c'était le chapitre où on devait tout expliquer sur l'ENI, c'est-à-dire Ente Nazionale Idrocarburi, les pétroles que dirigeait Tchefis. Voilà, donc vous voyez, il y a toute une implication politique dans ce livre qui aurait pu révéler des choses. Pasolini était bien informé, un peu comme un lanceur d'alerte, si vous voulez. Il avait une version d'un livre qui avait été fait à charge contre Tchefis et que Tchefis avait fait retirer le jour où il est sorti. Il l'a fait acheter dans tous les kiosques de toute l'Italie et disparaître de toutes les bibliothèques. C'est un truc assez énorme. Un livre sorti sur lui qui racontait un peu ce qu'il faisait. Voilà. Bon, Tchefis est mort aujourd'hui, alors peut-être que Pétrole était une raison, ou ce que racontait Pasolini dans la presse en disant « je sais les noms de tous les hommes politiques qui sont en collusion avec la mafia, mais je ne peux pas le dire ». Enfin, voilà. Donc peut-être qu'il a été tué pour ça. Peut-être qu'il a été tué pour des raisons de relations, par la mafia. Il a peut-être été tué par la mafia parce que quelqu'un imagine qu'il aurait peut-être dragué un fils qui était, un garçon qui était peut-être le fils ou le frère d'un chef de la mafia. Donc par une sorte de vengeance d'honneur, on aurait pu le faire tuer pour cette raison. C'est une autre hypothèse possible. Enfin, il me semble qu'il y a encore une troisième hypothèse, mais bon, je ne me rappelle plus et puis ça m'ennuie. Voilà, donc tout ça n'est pas sûr. Tout ça n'est pas sûr, on n'est sûr de rien. Mais l'enquête avance d'une certaine manière. Il y a des gens qui enquêtent tout le temps. Il y a toujours des choses nouvelles qui arrivent avec des gens qui meurent et qui racontent des histoires, des pièces que l'on retrouve, des choses qui se recombinent parce qu'il y a une grande industrie de la recherche de la vérité en Italie, des années noires, des services secrets, de l'extrême droite et de l'extrême gauche, des brigades rouges, etc. etc. Voilà. Donc, on en est là.
Voyez, et donc Pasolini, depuis ses débuts dans la littérature jusqu'à sa mort, a été en relation avec la justice de manière assez terrifiante au fond, alors que l'œuvre de Pasolini, la personne de Pasolini, pour les gens qui l'ont connu, moi, tous les gens que j'ai rencontrés qui l'ont connu, et puis chaque fois qu'on le voit filmer, on voit bien que c'était un homme doux, qu'il a une voix douce, c'est pas du tout un imprécateur ni un violent. Il n'a jamais vécu une vie violente, justement. Il a écrit un roman qui s'appelait « Une vie violente », mais ce n'était pas la sienne. Donc, toute cette violence avec laquelle il a travaillé dans ses œuvres, pour la combattre, au fond, puisque c'est un homme contre la violence, probablement même un non-violent, très certainement même un non-violent, un adepte de la non-violence, donc qui a beaucoup représenté la violence dans ses œuvres, a été beaucoup... retourné, enfin on a retourné son image pour faire croire qu'il était comme les personnages qu'il pouvait représenter. Voilà. Alors ensuite, je pensais vous montrer des extraits de films, donc on va voir ce que ça donne. On va voir. Je pensais prendre quelques extraits où il est question de relations avec la justice de ces personnages, qui forcément ont un peu de relation avec ce qu'il a vécu. Friggete, buoni italiani, buoni che arriva madama, contegno. Vi saluto ragazzi, vado in chiesa. Vado a spicciare la sagrestia, Don Leopoldo mi aspetta. Ciao. Senti tu. A me? Ma non ti sbagli per niente? No, proprio a te, scusa un minuto. Beh, che c'è? Qualcosa che non va? Documenti. E chi ce l'ha i documenti? Io mo ricordo come mi chiamo, che ci devo fare con i documenti? Favorisco i documenti. E perché? 5 minuti per accertamenti, via. Su 3 milioni di abitanti che siamo a Roma, proprio su di me venga a fare accertamenti. Si vuole il caffè? Avanti, andiamo, non fare il cretino. E là, se me sto braccio, metti giù le mani. Non fare tante storie. Prima vieni e prima finisci. Donc ça c'est Accattone, celui qui donne son nom au titre du film, premier film de Pasolini. Tous ces gens sont des acteurs non professionnels, Franco Citti compris. Et là vous avez compris que c'est 2 policiers qui viennent chercher Accattone, parce qu'il a été dénoncé par la prostituée qu'il fait travailler, puisque c'est un proxénète, plutôt un proxénète amateur, et il se retrouve au commissariat. Oh, ma vi rendete conto che so 3 ore che mi tenete qua? Ma che volete? Io non do fastidio a nessuno, a me mi dovete lasciare perdere, volete capire che mi dovete rilassare? Io mi sono stufato di stare qua! È inutile che gridi tanto, stai buono. Ma chi è che mi deve interrogare a me? Mi interrogasse subito e mi mandasse a casa. Io mi sono stufato di stare qua dentro. Adesso basta, io non so niente. Ma che volete da me? Che volete da me? Io sono pure malato e adesso vi faccio pagare pure le spese se non mi mandate via subito. Oh, guarda che io ce l'ho cottessa. Stai buono e mettiti seduto. Guarda che qui non stai a casa tua. Quando il maresciallo sarà comodo ti chiamerà lui. Ah, va comodo. Io non sto proprio ai comodi di nessuno. Io voglio uscire. Non ne posso più. Stai fermo e mettiti seduto. Ma che fai? Lasciate mandare via. Sono fermo. Lasciate mandare. Gira lo stretto. Io non ho fatto niente. Le camicia di forza. Lasciate mandare, non ho fatto niente. Fermo. Oddio, mamma. Voilà, le plan s'arrête ici, hein. Je l'ai arrêté pour qu'on le garde, mais le plan s'arrête ici et il est remarqué par un critique de cinéma à l'époque en France. C'est une des rares critiques que j'ai trouvées très très positives du film, encore que non, Accattone a été très bien reçu en France en 61, mais parce qu'on a fait un livre aussi collectif chez le même éditeur Macula,
avant de faire mon livre, dont vous avez vu la couverture tout à l'heure, on a fait un livre sur Accattone. C'est-à-dire qu'on a reconstitué le livre tiré du film que Pasolini avait édité en 1961 à la sortie du film chez un éditeur de Rome où il y avait tout le scénario. C'est des choses qu'on fait en Italie, qu'on malheureusement n'a jamais fait en France. C'était très très beau, c'est le livre tiré du film. Et en Italie, c'était des livres particulièrement bien faits, où il y avait tout le scénario, des photos et aussi des éléments de création du film. Voilà, les livres tirés du film. Notamment, il y a une collection qui a eu lieu qui s'appelait Dal soggetto al film, du scénario au film, qui était vraiment très remarquable. Et tous les films de Pasolini, presque, ont fait l'objet d'un livre. Et comme en plus il était écrivain, ça devient passionnant parce qu'il rajoutait des textes qui étaient parfois des textes de théorie du cinéma, parfois des textes qu'il avait publiés dans des journaux qui étaient des chroniques du moment où il a inventé son film, comment il a fait son scénario, comment il a trouvé son producteur, etc. Et parfois des poèmes. Pour Médée, par exemple, le film qu'il a fait avec la cantatrice Maria Callas, c'est le seul film que Callas ait fait dans sa vie, hein, qui joue la tragédienne, qui joue le rôle de Médée, la magicienne, la fille du soleil. Il y a un véritable recueil de poèmes dans le livre tiré du film. Il existe un livre, d'ailleurs il est publié en français. Un collègue l'a traduit, c'est très intéressant. Voilà, alors ici, dans le livre qu'on a fait, j'ai trouvé un article de presse de 1962 d'une toute petite revue de cinéma qui a disparu, qui était plutôt une revue de gauche intelligente qui s'appelait Miroir du cinéma, qui a eu que quelques numéros. Et un certain Pierre David avait fait un très beau texte dans lequel il cite Pasolini. Voilà ce que dit Pasolini, cité par ce texte. J'ai voulu trouver d'autres formes d'expression pour m'attaquer aux problèmes d'ordre politique et social. Il faut dire que c'est un entretien de Pasolini dans l'Humanité dimanche, c'est-à-dire le journal du Parti communiste français. Pour m'attaquer aux problèmes d'ordre politique et social, pour restituer la réalité des faits qu'ils impliquent, c'est pourquoi j'ai essayé de faire d'Accattone un film à la fois tragique et lyrique et documentaire, pour décrire ce monde du sous-prolétariat comme un univers entier, se suffisant à lui-même, en marge et abandonné. J'ai voulu faire un film comme on lance un boulet à la face de la bourgeoisie italienne. Donc là, il peut se trouver d'accord avec l'Humanité dimanche, par exemple, avec les lecteurs communistes français, de lancer un boulet à la face de la bourgeoisie, mais en même temps, par rapport à la pensée communiste de cette époque-là, aussi bien dans ses deux romans précédents que dans ses tout premiers films comme celui-là, en fait, il invente quelque chose qui ne correspond pas du tout à ce qu'on appelle à l'époque le réalisme socialiste, et qui est une espèce de néoréalisme, parfois de misérabilisme. Et Pasolini invente au contraire des formes tragiques et lyriques qui sont extrêmement stylisées, mais avec cette relation réaliste. Voilà. Et ça s'écarte donc beaucoup au fond du réalisme socialiste. Mais ce que dit le texte de Pierre David, c'est que en fait, on a surtout retenu l'aspect justement qu'on pourrait dire presque baroque, formel de ce film, qui est effectivement très beau, notamment du point de vue de la lumière noire et blanche, qui est vraiment très 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 belle, des inventions de jeu aussi, parce que ce sont des acteurs qui ne jouent pas du tout comme les acteurs habituels, qui ont une puissance de vérité sans pareil. Vraiment, c'est un film génial. C'est peut-être son meilleur film, hein, son premier long métrage, qui ont une puissance de jeu incroyable parce qu'ils ne jouent pas. Enfin, ils ne savent pas jouer. Ils n'ont jamais appris quoi que ce soit pour jouer comme au théâtre, puisque ce sont tous des gens qui vivent normalement, ceux qui ne sont pas des acteurs. Aucun de ces... Alors ensuite, Franco Citti a joué dans plusieurs films de Pasolini, il est devenu un acteur de fait, mais surtout chez Pasolini, mais sinon il était peintre en bâtiment, et tous les gens qui jouent là sont ses amis, sont des gens que connaissait Pasolini, et donc le génie de Pasolini, comme le disait Jean-Claude Biette, qui a été un de ses assistants, et qui était un cinéaste et un écrivain français, le génie de Pasolini, c'est le casting. Et on n'y pense jamais, hein, quand on analyse le cinéma de façon intellectuelle, on ne pense jamais que ça a une importance très grande, mais chez Pasolini, la grande importance, c'est le casting, parce qu'on a tendance à penser que le casting, voilà, c'est pour draguer les filles, c'est le truc de communication, c'est la communication du cinéma. Mais non, le casting, c'est une chose fondamentale, c'est la relation avec les corps, avec les humains, avec les corps humains. Et donc, Pasolini faisait des castings de corps et des castings de voix.
il choisissait tantôt des gens qu'il avait connus là où il habitait quand il était encore très pauvre à Rome, c'est-à-dire des gens, comme il disait lui-même, sous-prolétaires ou prolétaires, ou ouvriers tout simplement, et puis des intellectuels au contraire qu'il fréquentait, puisqu'à Rome, évidemment, il a commencé à fréquenter tous les grands écrivains de cette époque-là dont il faisait partie. Donc il connaissait les deux mondes finalement, un monde d'une bourgeoisie intellectuelle et un monde au contraire tout à fait de banlieue, de prolétaires ou ouvrières. Et il a souvent fait, Pasolini croyait dans pas du tout comme les Français, croyait dans la post-synchronisation. Vous savez qu'en France, vous savez peut-être qu'en France, on a une sorte de religion quand même du son direct, c'est-à-dire que quand on enregistre quelqu'un avec la caméra, quand on enregistre son corps, en général, on met un micro synchronisé parce qu'on aime bien avoir le son d'ambiance. Mais c'est pas comme ça qu'on fait les films les plus professionnels, puisque le son d'ambiance, il est toujours très difficile à maîtriser. Il y a toujours quelque chose qui n'est pas prévu, il y a toujours du bruit qu'on veut pas. Donc en général, on le reconstruit complètement quand on fait des films de fiction. Mais néanmoins, en France, il y a beaucoup de cinéastes très, très forts qui travaillent avec le son direct. Donc ce son qu'on appelle son direct n'est pas forcément un son d'ambiance. Ça peut être un son avec lequel on travaille. Et il y a une sorte quand même d'importance très grande en France, dans la tradition technique française, technicienne française, de garder toujours un son témoin. Vous voyez, on l'appelle de plusieurs noms, son témoin, son direct, son d'ambiance, etc. En Italie, franchement, la post-synchronisation est quasiment obligatoire. Voyez Fellini, quand vous regardez Fellini, il fait jouer ses acteurs sans jamais prononcer ce qu'ils disent. En général, on peut le voir d'ailleurs dans certains films, il demandait à ses acteurs, actrices de dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pour que les lèvres bougent. Vous voyez, des trucs comme ça. Donc ils disent soit des injures, soit des 1, 2, 3, 4, 5, et puis après, la voix est post-synchronisée. Et ça peut, chez Fellini, c'est très frappant. On voit souvent une disjonction entre les lèvres, si vous regardez les lèvres de ces acteurs, et le son. Chez Pasolini, c'est pas exactement ça, mais comme c'est un poète et qui travaille, un poète dialectal en plus, qui s'intéresse à la précision des langues, et aussi un mélomane, c'est quelqu'un qui écoutait les sons et qui faisait des castings de voix, c'est-à-dire il prenait des gens pour leur voix. Et ensuite, il pouvait prendre la voix d'un intellectuel, par exemple, et la mettre sur le corps d'un ouvrier, ou le contraire. Voilà. Et ça, on le fait en post-synchronisation. Donc, c'est une poétique de la post-synchronisation. Voilà. Il a sa vraie voix alors là, c'est à Catone, il a sa vraie voix, ouais. Mais ça n'a pas été pris en direct, hein, je pense pas. Je pense qu'elle est tout à fait refaite après. Hein. D'ailleurs, Pasolini jouait comme ça. Comme ce n'étaient pas des acteurs professionnels, le fait de ne pas prendre le son direct lui permettait de parler pendant le tournage. C'est-à-dire d'être derrière la caméra et de dire « Vas-y, souris, va à droite, va à gauche, mets-toi à courir, fais ça. » Voilà. Et c'est comme ça que se passait 99% des tournages de Pasolini se sont passés comme ça. Et ensuite, le son était fait. Parfois, bien sûr, on peut post-synchroniser sa propre voix. C'est pas toujours le doublage, vous savez, c'est quand on change de langue. C'est quand on fait de la post-synchronisation pour changer de langue. Quand un film est d'une autre langue, on post-synchronise la voix en français pour doubler le film. Mais le doublage n'est qu'une des parties de la post-synchronisation. La post-synchronisation se fait systématiquement sur les films. Alors ensuite, voilà ce que dit l'article. Il dit que finalement, on ne retient de Pasolini que sa forme, que le côté formel, mais en réalité, politiquement, même si ça a l'air absurde ce que fait ce pauvre type, parce que finalement, c'est un petit voleur, c'est un mauvais voleur, c'est un mauvais proxénète, il crève de faim à un certain moment. Et puis à la fin, il meurt, comme j'aurai le temps de vous le montrer. Ce que dit cet article, de façon assez originale, c'est que il y a une logique. Il y a une logique dans une forme de révolte et de choses qu'on ne peut pas... je cite, « La rage de vivre et d'aimer qui anime le personnage central d'Acatone. Certains regretteront que Pasolini ne lui ait pas donné un contenu plus révolutionnaire. On lui collera l'étiquette d'anarchiste, soit. Mais il aurait été invraisemblable que sa démarche inconsciente à travers le labyrinthe des bas-fonds romains conduise Vittorio, donc Acatone, à trouver un travail régulier sur un chantier et à adhérer à la CGT. D'ailleurs, on a vu qu'il n'entrait pas dans le propos de l'auteur de nous conter une histoire édifiante.
Pasolini sait aussi bien que nous, et peut-être mieux, que la conscience de classe ne s'acquiert pas au cours de déambulations suburbaines en compagnie de maquereaux à la tête vide, de tire-laine au ventre creux et de pique-assiettes aux mollets flageolants. Il reste toutefois que cette démarche n'est pas comparable avec les errements tautologiques des héros de M. Jean-Luc Godard ou avec les chemins de croix crapuleux de M. Jean Genet. À la démission de l'un, Michel Poicart dans À bout de souffle est un hors-la-loi fatigué. Au masochisme de l'autre, Pasolini oppose la violence salutaire à l'égard d'un ordre social qui ne disparaîtra pas sous les fleurs de rhétorique, fussent-elles brillantes. Alors on pense ce qu'on veut de Genet et de Godard, hein, mais c'est assez marrant qu'à cette époque-là, il ait cette façon de dire, parce que Godard, À bout de souffle, c'est exactement la même époque. Et dans À bout de souffle, on voit bien qu'il y a Jean-Paul Belmondo qui, à la fin, est un mauvais garçon et qui meurt après qu'on lui a tiré dessus, qui meurt dans la rue de façon assez théâtrale d'ailleurs, et lui est tout à fait un acteur. Donc lui montre que c'est finalement, c'est plus politique chez Pasolini, bizarrement. Enfin, je termine. À cet égard, l'une des images les plus significatives du film, voilà, reste... C'est le seul endroit où j'ai vu que quelqu'un parlait de ce plan précisément. Reste cette main de policier serrée sur la gorge de Vittorio au cours du passage à tabac dans le commissariat. La scène est comme une répétition de celle de la correction infligée à Magdalena dans le dépotoir, c'est-à-dire que la prostituée est tabassée par des Napolitains qui sont venus la punir d'avoir quitté son maquereau à Naples, etc., et de vivre avec Acatone. Et Acatone, lui, est assez malin pour dire « c'est pas moi, c'est elle », parce que c'est un type extrêmement lâche. Et le rapprochement est éloquent. Comme est suffisamment symbolique cette partie du rêve où Vittorio, après avoir assisté à ses propres funérailles, demande humblement au fossoyeur de lui faire une place au soleil. Alors, je prends un autre extrait du même film. Alors là, on va voir la fin du film, qui est une fin de tragédie, au fond. De tragédie faite, au lieu d'être fait avec quelque chose de tragique et de théâtral, est faite justement avec des éléments extrêmement réalistes. C'est ça la particularité de Pasolini, après il fera toutes sortes de films, mais qui est très représentatif de ses premiers films et qui le quittera jamais vraiment. C'est ce mélange d'éléments très différents les uns des autres. D'un côté, un réalisme, mais qui mène ni au ce qu'on appelle le néoréalisme, ni à un film expressif. Alors, ce que vous voyez là, vous avez déjà tous les éléments en scène. Donc, un policier qui se cache ici, là. Trois petits malfrats qui, en fait, ne sont pas des grands voleurs, hein, sont des petits voleurs qui vont finir par voler des saucissons dans un camion. Et Acatone va en mourir. Et puis, on est dans un quartier de Rome très excentré, enfin très beau, qui s'appelle le Testaccio, dans lequel il y a le mont Testaccio, c'est-à-dire une petite colline construite par les Romains, mais construite avec les déchets des amphores depuis l'Antiquité, qui a fini par former un tas qui a la grosseur d'une colline, et qui est évoqué dans des poèmes de Pasolini parce qu'il l'associe à la tombe de Gramsci, à l'urne funéraire de Gramsci, qui était donc ce qu'on appelle le Lénine de l'Occident, hein, le fondateur du Parti communiste italien, mais aussi le grand philosophe qui est aujourd'hui toujours lu avec profit. Et Gramsci est enterré dans le cimetière non catholique, le cimitero acattolico, ou cimitero qu'on appelle aussi le cimetière des Anglais, ou le cimetière de Testaccio. Et donc, puisqu'il était communiste, il n'était pas enterré comme un catholique, et il a son urne funéraire qui est dans ce... Et Pasolini a écrit un poème très célèbre qui s'appelle « Les cendres de Gramsci », « Les ceneri di Gramsci ». Et donc, le quartier, sous l'ombre finalement de ce petite montagne pelée, très pauvre, avec ces grandes rues qui dit comme des allées de cimetière, disent les poésies de Pasolini, c'est celui qu'il a choisi pour la fin de son premier film. Donc là, vous commencez à voir ce quartier, et si vous êtes attentif, vous allez voir au fond de la rue, au fond de la perspective, on voit cette petite montagne dont à la fin Pasolini va se servir pour finalement montrer que la perspective est bouchée, qu'il va mourir, que ça ne mène à rien, sa vie ne mène à rien, et il va mourir pour un vol méprisable, ridicule, de quelques saucissons. Finalement, il va mourir poursuivi par la police. Est-ce qu'ils sont toujours là? Non? Oui, on y va. Allons-y. Donc on voit tourner une petite moto, et vous voyez au fond le petit mont Testaccio, au fond de la rue. Ils ont marché toute la journée pour essayer de trouver une centaine de lire pour manger.
Ils n'ont rien trouvé. Et à la toute fin de la séquence, ils vont voir le camion, qui est le camion avec des saucissons. On va pouvoir voler quelques saucissons. Mais comme ils sont poursuivis par la police, ils vont se faire rejoindre par la police. Alors qu'on est en pleine action, finalement, tragique de la fin du film, il y a cette interruption, vous voyez, où ils vont se raconter un peu des histoires et se mettre à rire de façon très très naturelle, très dure au cinéma. Très dur de faire ça avec des acteurs. Rimetti un po' quei piedi dai tre scarpe, che ci voglio attaccare la peste? Ammazzate come puzzi. E che è colpa mia? È tutto il giorno che camminiamo. Tacci tu, puzzi più da vivo che da morto. Potrei fare una confessione. Lo sai una volta che non me lavo i piedi? Ti fai conto che sono in al mare? A Cenerentola si è persa la scarpa e ha rotto il principe. Se stava per dire la riporti nei pompieri. Oh, ma te rendi conto? C'hai una fortuna nei piedi, sai sfrutta. Erditi ti ammazza le mosche, ma te ammazzi pure i cavalli. Et voilà la fin, qui elle est très très construite. Les policiers les arrêtent après qu'ils ont fait le vol de quelques saucissons. Et on entend la musique prophétique depuis le début, qui est le Saint Matthieu, la Passion selon Saint Matthieu de Bach, le motif de la mort qui accompagne le personnage depuis le début. Et il vole cette moto qui tournait un peu comme le destin, justement. C'est le propriétaire de la moto. Et le Montestaccio, vous voyez, est au fond. Et on voit le gazomètre au fond, on voit le Pontestaccio à côté des abattoirs, c'est-à-dire un quartier vraiment pas du tout photogénique qui devient d'une extrême beauté brusquement, par son dénuement justement. Et alors c'est pas traduit, c'est quand même énorme. Là on voit le Montestaccio au fond, avec même une croix. Et ce geste de croix, Pasolini a expliqué qu'il l'avait fait à l'envers. Alors quand on regarde bien, on voit effectivement que l'acteur est assez malhabile. Il commence à en faire un à l'endroit. D'abord il fait un signe de croix avec des manettes, des menottes. Et finalement, il le fait à l'envers. Donc Pasolini a expliqué qu'il voulait lui faire le signe de croix à l'envers parce qu'il avait vu ça dans des quartiers comme ça, et que pour lui c'était un signe qui venait vraiment du pré-christianisme, qu'il y avait quelque chose qui avait traversé les siècles comme ça, cette idée de faire un signe de croix à l'envers. Et c'est ce qu'il fait à la fin du film, ce qui n'est pas très, très facile à voir. Il vaut mieux qu'il l'explique pour qu'on s'en rende compte. Mais par contre, on peut comprendre qu'il y a un retournement de tout. Ce qui n'a pas été traduit en sous-titres, c'est très très important, c'est trois mots en dialecte de Rome, dialecte romanesco, qui est molto bene. Molto bene, mo, ça veut dire adesso, en italien on dit adesso, maintenant, je me sens bien. Molto bene. Maintenant, je me sens bien. Ça veut dire qu'il est en train de mourir, il rouvre les yeux, on croit qu'il est mort, il rouvre les yeux et il dit « Maintenant, je me sens bien ». Et auparavant, on l'avait vu dans un rêve, on l'avait vu rêver, et à l'intérieur de son rêve,
il assistait à son propre enterrement. Il voyait ses amis, il suivait ses amis qui allaient à son enterrement et qui lui disaient c'est l'enterrement d'Akhatone. Voilà. Et lui, on discute 5 minutes, on discute 10 minutes, d'accord, bah oui. Voilà. Donc juste une chose. Sur la question de la punition, et puis après on prend un petit quart d'heure pour discuter, sur la question de cette punition et de la fin que vous venez de voir, il y a tout un enjeu catholique justement, et donc qui dépasse la question religieuse, de la punition ou de la rédemption, puisque cet homme qui a mené une mauvaise vie va mourir. Donc on pourrait se dire, d'accord, donc il est puni. Il est puni par Dieu aussi. Et puis, il y a une rédemption, parce qu'au moment où il meurt, il dit « je me sens bien ». C'est comme s'il montait au paradis, comme dans son rêve. Il avait dit au fossoyeur, s'il te plaît, fais ma tombe un petit peu à côté, fais-la au soleil. Ça voulait dire, je ne veux pas aller en enfer, je veux aller au paradis. Bon, mais le film commence par une citation de Dante, et la citation de Dante dit, pour une petite larme, tu me l'enlèves. Per una lacrimetta che mi toglie. Et la petite larme, c'est la petite larme du pécheur, celui qui a péché toute sa vie, et qui laisse tomber une petite larme à l'instant où il meurt. Et dans la Divine Comédie, il y a un ange de l'enfer et un ange de Dieu qui viennent se battre pour son âme. Et l'ange du diable dit, il est à moi, il a péché toute sa vie. Et l'ange de Dieu dit non, regarde, il laisse tomber une petite larme, donc une petite larme de repentance. D'accord ? Il regrette à l'instant et ça suffit. Ça suffit pour qu'il passe par le purgatoire. Donc il est à moi. Et là, l'ange de l'enfer dit, pour une petite larme, tu me l'enlèves. D'accord ? Donc, les critiques connaissant bien le catholicisme de l'époque ont tous attendu la fin du film pour voir s'il n'y avait pas une petite larme qui tombait sur la joue d'Akhatone. Et là, vous l'avez vu, je pourrais vous le repasser longtemps, il n'y a pas de larme à la fin. Et moi, je l'ai trouvé un jour, la larme, elle tombe dans le rêve, justement. Donc, c'est une larme fausse. Donc, on peut réfléchir longtemps, mais il y a tout un jeu avec les signes, avec les retournements. Et ce jeu, ce n'est pas par hasard que ce soit un jeu, avec tout ce que je vous ai expliqué, je pense que vous voyez pourquoi. Il y a un jeu entre la punition, la repentance, et que Pasolini va retourner. Ce n'est pas pour s'en moquer spécialement, c'est pour jouer avec les signes, ces signes justement de la repentance qui n'est pas à la fin. Donc il n'y a pas de repentance catholique dans ce film, elle est seulement en rêve, et c'est donc une autre histoire qui se joue. Voilà, et on peut discuter de ce que vous voulez maintenant, avec les 10 minutes qui nous restent. Merci beaucoup. Alors, juste le temps que les langues se délient, moi j'avais une question sur... peut-être, est-ce que tu pourrais dire quelques mots de Cinecittà, parce que c'est quand même... tu l'as évoqué, tu as dit qu'il avait été cinéaste, qu'il avait été scénariste. Hein, oui. Et ça, je trouve que c'est pas central dans la vie de Pasolini, mais pour le cinéma italien des années 60, moi je l'ai appris il n'y a pas si longtemps que ça, et peut-être en dire quelques mots... des studios de Cinecittà. Ouais, c'est ça, de la manière... Oui. Ouais. Il y a toute une histoire. Hein. Les studios de Cinecittà ont été ouverts par Mussolini. Hein. Et il y avait en géant, il y avait des mots géants qui disaient « La cinematografia è l'arma più forte ». Le cinéma est l'arme la plus forte. Donc c'était comme avec Goebbels pour Hitler, c'était pensé comme une propagande. Bon, pourtant, le cinéma italien n'a pas été, on appelle ça le cinéma des téléphones blancs, hein, celui qui a été fait à l'époque du fascisme, parce que les gens sont tous riches et on ne voit rien de la société italienne. Donc dans l'après-guerre, alors après les Américains sont arrivés, ils ont décidé que le pays était un ennemi, et que donc tous avaient trahi, et ils ont fermé Cinecittà, et ils ont mis à la porte tous les gens qui avaient travaillé dans le cinéma, et ils ont imposé évidemment le cinéma américain, comme dans toute l'Europe, sauf en France, où on est les derniers à résister au cinéma américain, mais sinon le cinéma américain est arrivé avec les GI, et ensuite c'est plus jamais reparti, et le monde entier est pris par 80% de films américains partout. Donc en Italie, ça s'est passé comme ça, sauf que l'Italie a inventé quelque chose d'étonnant. C'est que comme tout était fermé et que tout a été repris à zéro, il y a eu une efflorescence énorme de l'art du cinéma en Italie qu'on a appelé le néoréalisme. Et ensuite, dans les années 60, le cinéma d'auteur italien. Et pendant 20 ans, le cinéma italien a été le meilleur du monde. Et le Rossellini et De Sica ont été les premiers. Puis après, il y en a eu plein d'autres. Pasolini fait partie de cette deuxième vague de cinéma qu'on appelle d'auteur. Et qui ont... alors pourquoi parce que le néoréalisme, justement, est né du fait que les studios étaient fermés.
Donc tout d'un coup, on a pris des gens dans la rue, on a filmé dans la rue, ça a changé les habitudes. Et ça, c'était la modernité qui allait advenir dans les années 60, du fait qu'on sortait du studio et que le cinéma pouvait être plus proche de la vérité des gens dans la rue. Voilà, donc Pasolini n'a pas beaucoup tourné à Cinecittà comme Fellini, parce qu'on peut aussi, avec des studios, faire des choses absolument géniales. Et Pasolini a utilisé une ou deux fois le studio pour quelques morceaux de ses films, mais principalement a tourné beaucoup plus au plein air, quoi. Ouais. Donc l'histoire de Cinecittà, elle est importante, bien sûr. Mais toute l'histoire du cinéma italien est importante. C'est comme en France. Il y a une histoire qui ne correspond pas à la vérité économique aujourd'hui avec l'écrasant cinéma américain dans le monde entier. Mais le cinéma italien et le cinéma français du point de vue de l'art du cinéma, sont des cinématographies énormes, hein, puisque dans les années 10, on a les premières stars du cinéma avant Hollywood. Les premières stars sont inventées, on appelle les dives et i divi, sont les cinémas des années 10. Le cinéma muet des années 1910 est extrêmement subtil, très très avancé dans l'histoire, et il est italien. Le cinéma italien des années 10 est très important. Et ensuite, il y a eu le néoréalisme, et ensuite, il y a eu les années 60. Aujourd'hui, évidemment, économiquement, ils se sont complètement laissés avoir, à la différence de la France, et donc il est relativement faible. On a quelques très bons auteurs, mais très rares, sur un ensemble extrêmement faible, comme tous les pays d'Europe et du monde en général. Qui sont ravagés. Hein. Bon, là, vous savez que la France, on appelle ça l'exception culturelle. Il y a quand même autre chose, c'est-à-dire qu'on prend de l'argent sur le billet, y compris pour un film américain, et c'est redonné au CNC qui lui-même aide à ce que le cinéma français vive toujours. Et en plus, on a des salles, donc on est une exception mondiale. Mais aucun pays du monde ne vit ça aujourd'hui, et surtout pas en Europe. Alors peut-être, moi, est-ce que pour terminer, tu pourrais, peut-être pour celles et ceux qui n'ont jamais vu de film de Pasolini, alors tu as parlé d'Acatone peut-être comme étant son meilleur film, je ne sais pas, mais en tout cas, comme porte d'entrée, pour commencer, pour entrer dans l'œuvre cinématographique de Pier Paolo Pasolini, qu'est-ce que tu conseillerais aux étudiants ? Oui, j'ai un bon conseil. On doit le trouver sur Internet assez facilement, un moyen métrage de 40 minutes qui s'appelle La Ricotta. C'est un film comique avec Orson Welles. Moitié noir et blanc, moitié couleur, avec de la peinture maniériste au milieu. Et pour moi, c'est un film génial. C'est celui pour lequel je voulais travailler sur Pasolini il y a 40 ans et j'ai jamais arrêté grâce à lui. Donc, La Ricotta, c'est franchement génial. Voilà. Par exemple, hein. Il y en a plein d'autres, hein, mais La Ricotta, c'est une bonne entrée. Voilà. Après, n'hésitez pas, Acatone, Mamma Roma sont les premiers. L'Évangile, si vous aimez les films religieux, c'est pas le mieux fait, mais c'est très émouvant. Et puis, après, les autres sont fort intéressants. Mais La Ricotta, les courts-métrages sont magnifiques. Si vous arrivez à eux, ils ne sont pas tous sur Internet. Mais La Ricotta, je suis sûr que vous pouvez le trouver. La Terre vue de la Lune et Qu'est-ce que les nuages sont les deux autres courts-métrages en couleur, sont magnifiques. Mais ils sont un peu plus difficiles à trouver, mais on peut les trouver. Donc les 3 petits courts-métrages de Pasolini qui ont été faits dans des films, ce qu'on appelait des films à sketch, sont franchement magnifiques. Et La Ricotta est génial. Voilà. Ok, merci beaucoup. Merci encore vraiment beaucoup d'être venu à Cergy.